dire à quel point l'Université Rennes 2 est très attachée à la thématique spécifique de ce colloque en termes de développement et de soutien des travaux scientifiques qui se focalisent sur non seulement l'égalité au sens large, mais aussi la parité, la lutte contre la discrimination et l'étude de l'ensemble des mécanismes qui les sous-tendent. Vous avez peut-être vu donc, que sur une télé dans laquelle vous verrez que l'Université Rennes 2 programme un grand nombre d'événements, dont les mardis d'égalité. Nous avons une très grosse semaine la semaine prochaine, donc, autour de la journée du 25 novembre, pour affirmer donc, la volonté de Rennes 2 de s'inscrire dans ce paysage de lutte contre la discrimination. Elles sont peut-être nombreuses, mais elles sont peut-être un peu cachées, on va dire, sous une masse de production masculine au XIXe siècle. Donc je vais vous parler de Lazarine des Manosques. Lazarine nègre de son nom, Lazarine des Manosques de son nom de plume. Donc une femme qui a eu un parcours de vie qui englobe donc la seconde moitié du XIXe siècle, vous voyez, 1848-1899. Et donc j'ai choisi de parler de trois formes d'écriture, trois formes littéraires pour moi une seule écriture autobiographique, on va le voir, en langue de doc, et une volonté d'affirmer, à la fois de parler de soi et d'affirmer sa liberté, on va le voir, que vous voyez sur l'écran, lorsqu'elle évoque le fait que certaines mères refusent de donner le sein à leurs enfants. Et pour elle, c'est une hérésie. À l'université de Sofia, titulaire donc de doctorat de sébiologie délivré par l'université Paris Diderot et de doctorat d'État en traductologie soutenu à l'université de Sofia. Je vais essayer de présenter cette figure exceptionnelle aux multiples talents en insistant sur la tension entre la mondaine et l'intellectuel, la traditionnaliste et l'individualiste, afin d'expliciter les tenants et les aboutissants de son premier recueil de poésie, intitulé Au seuil des phares, publié au lendemain de la Grande Guerre. Il exhibe un mélange insolite de galanterie aristocratique et de combat à la canne, d'élégance européenne et de vie traditionnelle. Laboratoire LAC, Montpellier 3, son activité de recherche notamment qui a permis de travailler une thèse sur Lydie Wilson de Ricard en 2010, études de genre en domaine occitan. Quelle place pour les femmes dans les écrins occidentaux au XIXe siècle, entre ou à côté d'auteurs comme Frédéric Mistral, Théodore Banel, Félix Kral, Xavier de Ricard, Auguste Pourette, etc. À notre terme commun des femmes, si elles existent, ont fait le choix de l'écriture en occitan. Choix influencé par leur place dans la société française. Elles sont restées également mineures comme les autres françaises jusqu'en 1944. Elles sont aussi influencées par les traditions et la langue occitane dite patois minorée par rapport à la langue dominante, le français. Ce qui se retrouve par moment dans ses écrits. Voici comment elle définit le rôle de la femme, je vous l'ai mis là. D'ailleurs, c'est là notre tâche à nous autres femmes, que tout ce qui tient au ménage, au soin, à l'arrangement, au bon ordre de la maison, toute femme qui sort de là, sort de sa sphère, bientôt de son devoir. Celle qui ne le comprend pas est à plaindre. Les femmes absentes de la littérature occitane. Et c'est vrai que j'ai fait un petit relevé rapide, ne serait-ce que par rapport à des ouvrages ou autres documents que j'ai moi-même dirigés. Et nous avons fait un site qui s'appelle Milan de littérature doc, qui est en ligne sur l'Université de Montpellier. Nous avons choisi 50 auteurs marquants depuis les troubadours, 4 femmes, vous voyez, à Toulouse. Et ça va donner lieu à une publication qui paraîtra l'an prochain, en 2022. Donc il y a quand même un début de reconnaissance. Alors, moi j'ai choisi de grandes voix. Donc Louisa Borghi, vous avez eu la date tout à l'heure, 88-44, et Marcel Delpas, 1925-1998. Alors, ces deux grandes voix, je vous montre la première, il y a à peu près tout ce qu'elle a publié. Dans ma bibliothèque, ça fait 1 mètre linéaire et demi, pour vous dire. Donc là, c'est l'œuvre littéraire, et vous avez également l'œuvre ethnographique, une toute petite partie encore une fois. Mais, étant passée par l'école française, elle était passée par un français extrêmement élégant. On est sidéré quand on la lit, quand on lit son journal et ses correspondances, de l'élégance de sa langue française. Dans des lettres qui sont des lettres authentiques. Elles écrivent des poèmes, des pièces de théâtre, des nouvelles, des romans,
des essais, des textes pour la jeunesse, à travers lesquels elle porte un regard réaliste sur la société guyanaise. L'histoire, les traditions, l'amour, la tendresse, la sensualité sont les principaux thèmes qui reviennent sous leur plume. Donc, quelques noms d'auteurs: Émilie Octavie, Marie-Claude Tépia, Sylviane Valiabouri, Catherine Lepelletier, Christiane Taubira. Donc, des écrivaines aussi qui écrivent, qui s'expriment en créole, elles sont très peu nombreuses, peut-être 3. Alors pourquoi? Parce que déjà, lire, parler créole, même si c'est une langue véhiculaire, une langue vernaculaire dans notre société multiculturelle, il faut aussi pouvoir écrire, il faut suivre un code orthographique qui n'est pas maîtrisé par tout le monde. Et ces femmes qui s'expriment en créole, elles sont souvent dans l'enseignement, elles publient des manuels scolaires et là, timidement, depuis quelque temps, elles s'expriment en poésie, dans les contes, dans la littérature orale. J'ai gagné pas de chez poème en français. C'est ça, absolument. Mais ça m'a fait à ce que ça fait pour moi. D'ailleurs, une façon de garder que le moderne a plus souvent premier contact avec quelqu'un que nous nous comptons. Premier contact avec quelqu'un que nous nous envie. Elle revoit les critères esthétiques occidentaux. Elle accepte un beau corps nu aussi, fessu, doté de pommes d'amour. J'ai mûri, j'ai appris à assumer mon regard, ma voix, mon corps, explique Christelle Joly. Elle nomme d'ailleurs ses écrits chroniques érotiques. Elle y développe sa conception de l'amour, sa vision des relations intimes entre une femme et un homme. Celles-ci doivent être pleinement vécues par l'homme et la femme. Elle explore de fait les différentes phases de ce qui constitue l'acte sexuel. Elle s'intéresse au corps. Elle donne sa définition du baiser. Elle décrit sans embâche la notion de désir, qui pour elle se perçoit à travers un regard, une odeur, une voix, une atmosphère. Pour cet événement, j'ai choisi 2 histoires qui ont été racontées par Madame Maria Domingues dos Santos Quaresma, femme de Aripuna, résidente au village Manga, à Oiapoque, Amapá, Brésil.